du direct. Donc, Jérôme Princet, je suis directeur général de Bornes Solutions, donc opérateur spécialisé dans l'installation de bornes de recharge et la gestion. Donc, je suis également membre de la FOR, vice-président de la FOR, Association française des opérateurs de recharge, et membre de l'AVER, et j'anime plus particulièrement l'immeuble collectif et droit à la prise. Et Mathilde Charmingol, je suis avocat associé chez Maris Avocat, membre aussi de l'AVER France. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, j'interviens de plus en plus régulièrement pour conseiller et assister tant des syndics que des conseils syndicaux, mais aussi des particuliers, dans les problématiques de droit à la prise pour le déploiement des bornes dans les copropriétés. Alors, aujourd'hui, nous allons donc vous parler du droit à la prise et rapidement donc venir sur une introduction du marché du véhicule, et c'est pourquoi on a besoin de ce droit à la prise. Et ensuite, Mathilde viendra sur l'état de la réglementation. Et enfin, le droit à la prise ou installation collective, quelles sont les différences, et les deux sont complémentaires. Alors, pour vous rappeler très vite, effectivement, pourquoi on parle de droit à la prise, on parle tout simplement de droit à la prise, c'est pour recharger des véhicules électriques. Et pourquoi on a besoin de recharger des véhicules électriques? C'est tout simplement parce que vous avez une augmentation très forte ces dernières années des immatriculations. Et donc, cette année, nous avons dépassé les 800 000 véhicules, un parc roulant de 800 000 véhicules. Et donc, sous réserve de problématiques d'approvisionnement, mais en tout cas, cette année, les immatriculations devraient dépasser largement le million de véhicules total roulants. Ça s'explique également par une augmentation globalement de la réglementation avec des zones à faible émission, notamment dans les très grandes agglomérations. Et puis, globalement, avec cette accélération s'effectue pour des particuliers, mais également avec des entreprises qui ont toutes lancé des politiques de verdissement de leur flotte avec des solutions électriques, hybrides rechargeables ou également alternatives. Voilà. Dernier point, avant de passer vraiment dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, un foyer sur deux habite en immeuble collectif, et donc aujourd'hui, tout le monde est vraiment concerné par le besoin de recharger son véhicule électrique. Alors, Mathilde, on parle beaucoup du droit à la prise, mais finalement, c'est quoi cette réglementation? Alors, qu'est-ce que c'est que le droit à la prise? Donc, le droit à la prise, c'est une réglementation qui existe depuis le 1er novembre 2014, qui est inscrite dans la loi, mais qui a été quand même simplifiée ces dernières années, notamment sur les 2 dernières années. L'objectif étant vraiment de faciliter l'installation des points de charge individuels dans les copropriétés. Et la dernière législation en date, c'est le décret qui est paru le 1er janvier 2021, qui est venu encore plus simplifier ou renforcer le droit à la prise. Toujours l'objectif étant d'être en faveur des propriétaires de véhicules électriques qui veulent installer leur point de charge. Alors, au niveau des textes applicables, alors, il faut savoir que le droit à la prise, il est codifié uniquement dans le code de la construction et de l'habitation et pas du tout dans le code de la copropriété. Donc, ça peut poser, et c'est là où ça engendre en fait des difficultés, parce que c'est vraiment un code à part, on n'est pas dans les règles entre guillemets classiques du droit de la copropriété auxquelles les syndics sont finalement habitués. Donc, pour résumer les articles qu'on a et les grands principes en fait qui ressortent de ce droit à la prise, c'est déjà, vous avez, les syndics, en cas de demande de droit à la prise, ont un délai d'opposition qui est très court et qui est formalisé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment saisir le tribunal judiciaire dans les 3 mois de la réception de la demande. Ensuite, autre point qui est assez révolutionnaire en droit de la copropriété, à partir du moment où il y a quand même une intervention sur les parties communes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autorisation préalable à l'Assemblée générale pour faire réaliser les travaux. Il suffit juste, c'est vraiment une simple information qui est faite aux copropriétaires. Autre point important qui est la contractualisation, c'est vraiment le côté contractuel, c'est que même si c'est un particulier un copropriétaire qui fait une demande à titre individuel et qui n'a pas besoin de se faire autoriser en assemblée générale, il faut quand même qu'il y ait une convention de droit à la prise qui soit signée entre le syndic et l'entreprise, l'installateur qui va faire les travaux. L'objectif de cette convention, c'est quand même de cadrer un peu les choses
et de voir dans quelles sont les conditions de réalisation des travaux et ensuite de gestion et d'entretien de la borne qui va être installée. Et autre point aussi, ça finalement, c'est qu'aujourd'hui, ce droit à la prise est applicable aussi bien dans les parcs couverts que situés en extérieur, qu'ils soient clos. Pour revenir... Alors, maintenant, effectivement, pour le droit, dans le détail, sur le droit à la prise, finalement, c'est quoi? C'est que je peux recharger, quel que soit, brancher n'importe quoi sur la prise, ou c'est quoi les équipements qu'on peut installer? Alors, le principe qui est défini par le code par l'article 113.16 nous dit que c'est vraiment un équipement, en fait. Il doit équiper un équipement pour permettre la recharge de véhicules électriques. Donc, ça peut être effectivement une borne ou une prise à partir du moment où elle est vraiment dédiée à la recharge du véhicule électrique. Donc ça, c'est un premier point important. Autre chose, il faut savoir que cette demande de droit à la prise peut être faite tant par un propriétaire que par un locataire. En fait, quand il y a le locataire, il y aura une étape supplémentaire qui est d'informer au préalable son propriétaire, qui lui-même ensuite devra faire valoir sa demande de droit à la prise. Mais un locataire a tout à fait aussi le droit de faire une demande de droit à la prise. Mais évidemment, ce qui est important, c'est que pour être recevable et pouvoir faire ces travaux, le propriétaire ou le locataire doit bien respecter le processus de droit à la prise qui a été prévu par le législateur. À l'inverse, la copropriété représentée par son syndic peut s'y opposer, mais pour des motifs qui sont clairement prévus par les textes, et notamment, c'est vraiment le cas où il y aurait une installation collective, soit qui existe déjà dans la copropriété, dans ce cas-là, normalement, il n'y a pas besoin de faire de raccordement individuel, soit si la copropriété envisage à court terme de faire installer à titre collectif des bornes de recharge. Alors, plus précisément, la notification, elle prend quelle forme? Le but de cette notification, c'est vraiment de permettre à la copropriété, et notamment précisément au syndic, de comprendre qu'est-ce qui va être réalisé comme travaux. Donc, pour ça, il faut que soit notifié le descriptif détaillé des travaux, c'est-à-dire en général, ça va être le devis de l'entreprise qui installe pour que vous puissiez savoir quel type de borne va être installé. Et puis derrière, le plan d'intervention technique et le schéma de raccordement électrique, s'il a pu être établi. Et là, c'est vraiment pour permettre de comprendre en fait quelles sont les interventions qui vont être faites dans les parties communes pour pouvoir raccorder la borne à l'installation collective de la copropriété et voir techniquement comment ça va être raccordé. Je me permets effectivement de rajouter un point, c'est que vous, en tant que syndic, préalablement à cette demande, vous ne pouvez pas vous opposer à l'ouverture du local technique pour que le copropriétaire, enfin le demandeur, puisse faire un devis par un installateur. Effectivement, il faut qu'il puisse vous envoyer les éléments qu'il concrets. a besoin Voilà. d'accéder au local technique. Autre point, ça c'est ce qui est notification. Ensuite, sur la question de l'opposition, donc là, en tant que la copropriété peut s'y opposer, mais ça c'est vraiment un point à rappeler, c'est un délai très court. D'une part, parce que c'est un délai de 3 mois à compter de la notification. Et l'autre chose, c'est qu'un simple courrier ne suffit pas. Il faut vraiment saisir le tribunal judiciaire, à défaut de quoi votre opposition sera considérée comme foreclose, sachant deux choses, que vous n'avez pas besoin, il n'y a pas besoin d'une autorisation préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires pour saisir le tribunal judiciaire, c'est prévu par les dispositions du décret du 17 mars 1937, et c'est une procédure qui est avec représentation obligatoire par avocat. Donc, c'est qu'effectivement, ce qu'il faut, vous avez la possibilité de vous opposer à ce droit à la prise sur des motifs légitimes, et cette opposition, elle ne se fait pas juste « je ne suis pas d'accord » ou l'absence de réponse. La vraie opposition se fait par la saisine du tribunal judiciaire. Et c'est ça, c'est un point qui est important, et c'est là où aujourd'hui on voit, nous, dans les dossiers, souvent, en fait, il y a le syndic, alors quand on dit syndic, ça peut être le conseil, bien sûr, il y a pour représenter le conseil syndical, enfin, le syndicat de copropriété, pardon, et effectivement, ils n'ont pas d'accord, ils ne veulent pas qu'on installe, et donc, pour vous, le seul moyen de vous opposer, c'est bien cette saisine du tribunal. Exactement. Alors, ensuite, Sachant que... Pardon, je suis perdu dans le passage des slides. Voilà.
Sachant que si le syndic ou le conseil syndical, enfin, la copropriété veut s'opposer au motif qu'il y a une installation collective qui est envisagée dans la copropriété, il y a un point très important, et ça a bien été précisé, le but c'est de cadrer quand même les choses, parce qu'on peut avoir une copropriété qui envisage, par exemple, qui a fait l'étude, qui a voté l'étude préalable, qui est en train de regarder techniquement pour voir si c'est possible ou pas. Mais en parallèle, on a ce copropriétaire ou ce locataire qui, à titre individuel, veut installer sa borne. Lui, il peut le faire tout de suite. On sait que la copropriété, les choses peuvent prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça que le législateur a quand même cadré les choses et de dire que si la copropriété s'oppose à cette demande de droit à la prise, il faut, et c'est impératif pour confirmer l'opposition, pour rendre valable cette opposition, il faut que les travaux soient engagés dans les 3 mois de la saisine du tribunal et surtout qu'ils aient été terminés dans les 6 mois de la saisine. Voilà, sinon, l'opposition derrière est caduque, et donc l'utilisateur, enfin le demandeur, peut faire ses travaux. Exactement. Et autre point important aussi à voir, certes, ce n'est plus une autorisation préalable qui est requise en Assemblée générale, mais il n'en demeure pas moins que les copropriétaires doivent être tenus informés des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une demande à la prise lorsque celle-ci aboutit et que les travaux sont faits. Et dans ce cas-là, les syndics doivent obligatoirement inscrire une information au sujet de ces travaux à la prochaine Assemblée générale. Alors, peut-être... Alors, on a quelques questions du ça, donc on peut y répondre au niveau de timing. On va y répondre juste après sur notif légitime et sérieux peut-il être le coût des travaux? Alors ça, non. Ça, non, parce qu'en fait, effectivement... Parce que de toute façon, le coût des... Enfin, alors ça, je dirais que le coût des travaux, non, puisque par principe, c'est le demandeur du droit à la prise qui supporte lui-même les frais. Donc, quand on fait une demande de droit à la prise à titre individuel, il n'y a aucun coût pour la copropriété. Exactement. C'est le demandeur qui supporte lui-même l'ensemble des frais. Après, les coûts, s'ils devaient être importants, c'est le demandeur de les supporter. Sachant peut-être aussi un point, c'est que c'est le demandeur qui paye les travaux, mais qui aussi derrière paiera ses consommations électriques. Voilà. Oui, bien entendu. Et ça, on y reviendra après sur la partie convention, que comprend la convention. Exactement. Et peut-on s'y opposer pour raisons techniques? Aujourd'hui, les seules raisons techniques, c'est votre immeuble est dans les règles est conforme électriquement. Il n'y a pas de raison spécifique technique. On a dans certains cas des problématiques de classement du parking qui pourraient être des parkings, on va dire ce qu'on appelle mixtes avec des parkings recevant du public ou des parkings publics, où là, il y a une réglementation technique qui impose notamment ce qu'on appelle un sprinklage, et donc des petites solutions de la distinction sur ce type de parking pour pouvoir installer des bornes. Voilà. Mais là, on a malheureusement quelques projets de ce type, mais on est vraiment sur des projets vraiment très, très... il y en a très peu qui sont impactés pour ça. Voilà. Après, peut-être une chose, c'est que sur l'installation électrique et le raccordement qui va être fait, si c'est fait de façon sauvage, bon. Oui, après. Voilà, c'est le raccordement technique. C'est peut-être sur ce point-là que j'avais des questions. Ou aujourd'hui, en fait, effectivement, d'où l'importance, après, on peut rentrer après, c'est que l'installation doit être faite par des entreprises bien sûr sérieuses. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui font des travaux doivent être qualifiées IRVE, et donc ça donne déjà, en fait, ça a déjà un gage de sérieux. Ensuite, là, on est sur la demande de toute façon. Donc, cette demande-là ne peut pas, vous ne pouvez pas vous opposer en disant, je n'ai pas confiance dans l'entreprise à partir du moment où elle démontre l'assurance et qu'elle est qualifiée. Voilà. Alors, si on continue un petit peu sur Mathilde, sur la convention, on en parle beaucoup. Alors, c'est quoi cette convention? Alors, il faut effectivement, c'est-à-dire que là, on vous dit, voilà, il faut notifier, et à partir du moment où ça a été notifié qu'il n'y a pas d'opposition dans les 6 mois, le copropriétaire, enfin, la personne peut faire installer sa borne. Mais il y a un point aussi très important, c'est-à-dire que le but, c'est quand même de cadrer un peu les choses. Et c'est pour ça qu'il y a l'article R113.9 qui est venu préciser l'obligation de régulariser une convention dite de droit à la prise qui doit être régularisée entre le syndic et l'entreprise qui va venir qui va venir faire les travaux. Alors, normalement, si en tant que syndic ou en tant que conseil syndical, si la copropriété ne s'est pas opposée,
si la copropriété ne s'est pas opposée à la demande de droit à la prise dans les 3 mois en saisissant le tribunal, derrière, la convention devrait être obligatoirement régularisée. Sachant que si cette convention n'est pas signée par le syndic qui ne s'est pas opposé à la demande de droit à la prise, donc normalement il est contraint de la signer, là aussi ça a été clairement encadré par le législateur, le demandeur au droit à la prise a la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire qui fixera les conditions d'accès et d'intervention du prestataire qui a été choisi pour réaliser les travaux. Donc finalement, on voit que cette convention, aujourd'hui, elle doit être régularisée par le syndic. Alors peut-être, Jérôme, vous pouvez nous expliquer alors, ce qu'il y a dans cette convention, sachant que, bon, après, il n'y a pas non plus de convention type. Aujourd'hui, il n'existe pas de convention type. On voit que ça fait partie des questions qui ont été posées dans le sujet. Nous avons, nous, en fait, effectivement, pour l'ensemble de nos clients qui nous sollicitent, nous transmettons cette convention. Et en fait, il y a 3 points importants qui est rappelé dans cet article. C'est de se dire, cette convention définit les conditions d'installation. Donc ça, c'est le premier point. Mais surtout, tout ce qui va être aussi les conditions de ce qui va se passer après l'installation de cette borne, et notamment, donc, on parle en maintenance, qu'est-ce qui est prévu en termes de maintenance, et comment va s'effectuer la gestion de la refacturation. Parce que bien entendu, la charge n'est pas offerte aux copropriétaires ou aux demandeurs, c'est bien aux demandeurs de payer. Et donc derrière, on va définir est-ce que c'est un sous-compteur, quel type de sous-compteur, et comment va s'effectuer. Est-ce que c'est le syndic qui fait leur levée, qui appuie sur les charges, ou est-ce que c'est nous, aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs, on simplifie le travail du syndic, c'est-à-dire qu'on installe des bornes avec des comptages sur lesquels on récupère la consommation à distance et on vous envoie les index et on vous reverse directement la somme que nous collectons directement aux demandeurs, ce qui permet comme ça d'avoir un vrai suivi et donc nous sommes là en tant que tiers de confiance. Parmi des questions qu'on peut être posées, et j'en profite, c'est qu'à un moment donné, on dit on n'a pas le droit de refacturer de l'énergie. Aujourd'hui, dans le code de régulation de l'énergie, la possibilité, tout ce qui est, en fait, on ne va pas revendre directement de l'énergie, et donc l'énergie, elle est autorisée lorsque c'est un service de recharge de véhicules électriques. Donc, nous n'avons pas cette difficulté-là. Voilà. Alors, le temps tourne, mais on est à peu près dans le timing, en tout cas avec des questions complémentaires, donc c'est des questions dont on va répondre plus tard. Globalement, pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est d'abord le propriétaire se rapproche d'un prestataire pour définir son projet de travaux. Et donc, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est là où vous, à partir du moment où vous avez un copropriétaire ou un demandeur qui se rapproche de vous pour accéder aux parties communes, vous ne pouvez pas lui opposer. Donc ça, c'est prévu dans le texte. Vous avez ensuite, il va, une fois qu'il a travaillé sur son projet, il va vous notifier au projet. Et donc, effectivement, rien n'est prévu dans le texte, mais en tout cas, nous, on préconise une notification avec un courrier en lettres accusé de réception pour pouvoir prouver, notamment en cas de difficulté, le début du délai. Ensuite, le syndicat de copropriétaires, alors bien sûr représenté par son syndic, dispose d'un délai de 3 mois pour s'opposer à la demande, dans des conditions qui ont été prévues. Donc, c'est-à-dire des conditions pour des motifs sérieux et légitimes. Je répète, donc c'est projet dans les moins de 6 mois d'installation d'une infrastructure collective. Après, il y a quelques cas, comme j'ai pu voir, de conditions très très techniques, notamment pour des problèmes d'actifs de classement d'immeubles, des choses comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez ce délai de 3 mois, donc vous allez contractualiser donc il va finaliser la contractualisation avec son prestataire et vous transmet une convention bipartite et sur lesquelles le syndicat propriétaire donc représenté par son syndic, valide et signe, et dans un délai maximum de 2 mois. Alors, bien entendu, pour éviter les allers-retours qui sont longs, et puis à partir du moment où tout le monde est d'accord, faire gagner aussi du temps, parce que derrière, il y a toujours bien un demandeur qui a un besoin. Nous, on propose d'envoyer en même temps la convention que le projet dès le départ, dès le T0, ce qui permet comme ça aussi, vous, en tant que syndic, d'avoir un document comme quoi vous actez que l'ensemble et que tout le monde est d'accord, et notamment vous êtes d'accord sur les conventions, les conditions d'intervention, de gestion et de maintenance. Et éventuellement, si vous avez des remarques, il y a un échange pour adapter les commentaires éventuels. Et là, on est dans une dynamique vraiment gagnant-gagnant entre le demandeur, la copropriété et le syndic.
sachant que, effectivement, en termes de législation, rien ne nous oblige de faire notifier le droit à la prise, puis ensuite la convention. On n'est pas obligé de faire ça en 2 temps. On peut tout faire en une seule fois dans le courrier principal de notification. Voilà. On a quelques cas concrets un petit peu de litige avant de revenir après sur les infrastructures collectives en quelques mots. Mathilde ? Oui, alors moi aujourd'hui j'ai un contentieux en cours. Donc là j'ai été saisie à la demande d'un propriétaire qui avait fait valoir son droit à la prise dans une copropriété. Le syndic ne s'est pas opposé, n'a pas saisi, s'est opposé par un simple courrier, mais n'a pas saisi le tribunal dans les délais de 3 mois. Et donc finalement, passé le délai de 3 mois, le client est venu me voir en me demandant de saisir le tribunal pour se faire autoriser à réaliser les travaux, sachant que effectivement, le problème dans ce dossier, c'est que le syndic faisait vraiment opposition en interdisant aux copropriétaires l'accès, enfin en tout cas interdisant à l'entreprise l'accès au local technique. Donc, moi j'ai saisi le tribunal, le délibéré est en attente, il devrait arriver très prochainement, donc je pourrais vous transmettre cette décision. Et puis finalement, aujourd'hui, on voit que c'est plus des problématiques précontentieuses avec des questions qui se posent sur est-ce que moi, en tant que syndic, je peux m'y opposer? Il y a un problème technique. Je sais que dans la copropriété, il y a un projet, mais le problème, c'est que finalement, il y a un projet, mais qui n'est pas encore suffisamment avancé. Voilà, on est plus sur des aspects, soit aussi des problématiques techniques, telles les problématiques de parking. On voit que techniquement, c'est pas réalisable. Mais il y a beaucoup. Et en fait, finalement, aujourd'hui, le sujet principal, on voit que c'est comment on articule les demandes de droit à la prise dans des cadres individuels, enfin les demandes de droit à la prise, avec les installations collectives qui peuvent émerger dans les copropriétés et qui aujourd'hui sont de plus en plus au sujet. Voilà. Alors justement, pour profiter de la transition, on a eu quelques questions dans le chat là, sur justement que faire quand il y a eu des bornes qui ont été installées et après sur l'infrastructure collective, donc on y répondra juste après. Alors, effectivement, comme on évoquait, on parle beaucoup de l'infrastructure individuelle, donc pour le droit à la prise, ou collective. C'est quoi la différence? C'est que dans tous les cas, c'est la possibilité d'installer une borne de recharge, alors, ou une prise, hein, un équipement permettant la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Et donc, dans le premier cas, ça veut dire qu'on va plutôt généralement se raccorder sur les services, le compteur des services généraux existants, bien entendu dans la mesure où celui-ci est conforme et suffisamment de puissance, ce qui peut être aussi parfois on rend compte que c'est pas faisable parce qu'il n'y a pas de puissance disponible. Et donc dans ce cas-là, 2 cas quand la puissance n'est pas disponible, soit le demandeur crée lui-même sur sa place de parking un compteur directement, soit l'alternative, et c'est plutôt l'alternative que l'on préconise aujourd'hui et qui est plutôt poussée, c'est l'infrastructure collective. Voilà. Et donc, vous avez toujours dans le cas du droit à la prise, eh bien finalement vous allez avoir une convention pour chaque demande, donc une convention entre le demandeur et puis une entreprise, un installateur qui va gérer donc les travaux, mais derrière la maintenance et les exploitations. Donc ça fait potentiellement autant d'entreprises que de bornes installées. Donc ça, c'est sur le côté droit à la prise. À l'inverse, sur l'infrastructure collective, vous allez avoir une infrastructure électrique qui a été conçue et dimensionnée pour accueillir le besoin de croissance en fait, ou d'installation de bornes de recharge dans la copropriété. Vous avez également la possibilité de définir l'ensemble des règles avec de comment ça va fonctionner, définir après des notions de forfait aussi pour les tarifications globales et surtout d'avoir un seul et unique interlocuteur qui est l'opérateur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui donc là prévu dans le cadre de la réglementation sur lesquelles vous avez à partir de 2023 l'obligation en tant que syndic de proposer le passage à l'ordre du jour de l'infrastructure collective. Ça ne veut pas dire qu'elle soit votée, mais en tout cas, vous allez être systématiquement une étude. Voilà. Et ça, c'est des choses, on voit qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs centaines de demandes par mois d'immeubles pour l'installation d'immeubles collectifs, d'infrastructures collectives. Voilà. Donc, c'est l'installation individuelle versus une infrastructure qui est complète.
Alors, le temps tourne, il nous reste, il est 29, on va se permettre quelques minutes de plus, et notamment pour répondre à toutes vos questions. Mais déjà, Mathilde, finalement, les questions qui se posent entre droit à la prise et infrastructure collective, c'est quoi? Il y a une infrastructure collective, mais le copropriétaire veut quand même faire sa demande de droit à la prise parce qu'il veut travailler avec son installateur ou je ne sais quelle raison. Comment ça se passe? Là, vous avez le cas classique d'un motif légitime d'opposition, puisqu'il y a déjà une installation collective dans la copropriété. Et donc là, normalement, ce qui est important, c'est que vous, en tant que syndic, il faut impérativement saisir le tribunal judiciaire dans les 3 mois de la réception de la demande pour s'opposer à cette installation, puisqu'il y a déjà une installation collective dans la copropriété. Après, à l'inverse, vous avez donc il y a eu plusieurs demandes de droit à la prise qui ont été faites, et puis là maintenant la décision est faite d'installer une infrastructure collective. Que se passe-t-il des installations qui ont déjà été faites? Alors, normalement, comme elles ont déjà été faites, à partir du moment où le droit à la prise a été respecté, la copropriété ne peut pas remettre en question ces installations individuelles. Évidemment, et c'est là où on en vient un peu à cette question de bon sens dans la gestion de ces installations de recharge, c'est de se dire, voilà, parce que souvent la question qui se pose, Jérôme, j'ai cru comprendre quand vous avez ce genre de problématique, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que ces installations individuelles soient elles-mêmes raccordées sur l'installation collective? Et effectivement, on est dans des situations où de toute façon ce droit à la prise est quelque chose souvent qui crée de la frustration, des moments de conflit entre résidents de la copropriété ou immeubles avec un propriétaire unique. Et c'est vrai que c'est là où on pense qu'il faut absolument, ce qui prévaut, c'est quand même la discussion et de trouver des solutions parce qu'on ne peut pas renier sur le besoin. En plus, ce besoin, il est confirmé par le droit à la prise et autres. Ce qu'il faut aujourd'hui dans des situations comme celle-ci, il faut avoir, comme tout, du bon sens, et c'est de se dire, c'est prévenir dès le départ, étudier la solution, et là, nous, en tant qu'opérateur, on est là pour les étudier, c'est de se dire comment on peut faire sur la transition de ces personnes qui étaient en raccordement individuel vers un raccordement vraiment avec une infrastructure collective, avec un service qui sera garanti et qui concerne aussi derrière surtout un service aussi évolutif dans le temps. Donc ça ne peut passer que par la discussion. Effectivement, rien n'est prévu dans les textes aujourd'hui pour imposer un utilisateur qui a déjà fait valoir à condition son droit à la prise. Rien ne l'oblige à passer raccordé sur le droit à la prise et surtout, notamment, parce qu'il y aura des coûts à supporter. Voilà. Et alors que lui, il a déjà supporté. Donc c'est toute cette partie-là qu'il faut étudier. Ça peut se faire que localement. Alors Mathilde, finalement, on arrive à la fin de cette. Avant de passer aux questions, quels sont les bons réflexes qu'on pourrait avoir finalement pour nos auditeurs syndics? Alors si on peut résumer, vous avez plusieurs questions. Il y a plusieurs questions à laquelle il faut répondre, à se poser quand vous recevez une demande de droit à la prise. C'est est-ce que la notification préalable est valable? Est-ce que j'ai bien tous les documents techniques qui me permettent pendant le très court délai de 3 mois, de prendre connaissance des travaux? Ensuite, est-ce que, par exemple, il y a des contraintes techniques réglementaires dans la copropriété qui empêchent ces travaux? Est-ce qu'il y a l'installation collective qui est envisagée dans un délai court, proche, rapproché de 6 mois? Et dans ces cas-là, ça pourrait justifier une opposition. Est-ce que, finalement, vous avez plusieurs demandes de droit à la prise qui commencent à arriver dans cette copropriété? Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager de soumettre aux copropriétaires une installation collective? Autre chose aussi qui peut être envisagée, c'est de se dire, là, bon, voilà, moi, je suis syndic, j'ai mon mandat à l'égard du syndicat des copropriétaires. Est-ce que je peux pas régulariser un recours à titre conservatoire dans le court délai de 3 mois pour voir ensuite derrière comment les choses bougent sur la copropriété? Et surtout, voilà, quand on parle de discussion de bon sens, c'est de se dire, quand vous êtes dans des situations assez conflictuelles, quand vous êtes dans des copropriétés où ça devient compliqué, où ce sujet des bornes de recharge commence à devenir tendu et compliqué, voilà, il y a des alternatives, il y a effectivement tous ces sujets de discussion, mais c'est surtout, voilà, est-ce qu'on ne peut pas penser parfois, vous pouvez mettre en place des médiations, par exemple, quand vous êtes vraiment dans des cas, des situations très... Pour désamorcer un conflit et trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette notion de droit à la prise,
ça ne veut pas dire c'est à la charge de la copropriété. Il y a eu beaucoup de questions qui nous disent mais finalement c'est la copropriété qui doit payer. Non, c'est toujours l'utilisateur et donc voilà, c'est le demandeur. Et bon, dans le cadre effectivement de toutes les réflexions que nous avons avec l'AVER et puis avec les pouvoirs publics aussi, sur lesquels nous changeons rapidement, on est bien en face, c'est que le droit à la prise est une solution provisoire, notamment pour des grands immeubles. Quand on dit grands immeubles, grand parking, c'est, on va dire, au-dessus de 10, entre 10 et 20 places. Alors, il n'y a pas, on dit, c'est pas 11, c'est pas, ah, mais c'est entre 10 et 20 places. Inférieur, on peut trouver des solutions assez simples. Au-dessus, il faut vraiment envisager au plus vite possible les infrastructures collectives. Alors, il y a plein de questions qui étaient assez intéressantes. On va, avant de conclure, on va apporter des premières, essayer de rajouter toutes les premières questions. Parmi les questions qui étaient importantes, c'est de se dire, attendez, je vais prendre, je suis perdu, ils sont là. Alors, parmi les questions, on disait effectivement, il y avait des questions. Un copropriétaire n'a pas de place de parking privative. A-t-il droit, peut-il installer une borne dans les parties communs? Non. L'intérêt, c'est d'ailleurs ce qui est bien écrit dans le texte, c'est à partir du moment où il a sa place de parking. Il faut qu'il soit propriétaire ou locataire d'une place de parking. C'est d'avoir un. On parle même on parle même à un moment donné c'est le demandeur. Il faut qu'il ait effectivement un emplacement privatif de stationnement de son véhicule. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être par exemple, ça peut être même dans un parking sans que le copropriétaire ou le locataire ait un appartement ou quelque chose dans la copropriété. Et même s'il a juste sa place de parking, ça marche mieux. Là, non, là, c'est pas possible. Et on a eu plusieurs questions de ce type, et notamment, donc ça veut dire qu'après, il y a aussi les notions de bornes partagées. Et donc, c'est de se dire d'installer des bornes sur les parties communes. Et donc, effectivement, le droit à la prise ne prévoit pas de bornes, n'oblige pas la copropriété à installer des bornes sur la partie commune. Là, on tombe dans une installation qui est dite collective. Voilà. Vous avez des questions aussi qui ont été posées. C'était de se dire, c'est intéressant. Vous avez la copropriété a décidé d'installer une borne collective, voilà, parce qu'il y a des places visiteurs ou des choses comme ça. Est-ce que la copropriété peut refuser le droit à la prise sur sa place individuelle? Dans ces cas-là, ce serait une borne. Alors, je pense qu'il faut étudier plus en détail là, mais ma première réaction fait que aujourd'hui, ce n'est pas un motif légitime parce qu'on n'est pas sur la notion d'infrastructure collective telle qu'elle est définie. L'infrastructure collective, elle a aussi ses propres définitions qui est sur d'autres articles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'installation d'une borne collective sur les parties communes n'est pas un motif légitime et sérieux. Mais ça, c'est plutôt mon avis en tant que technicien, je serais tenté de dire, à voir d'un point de vue juridique. Qui en a l'usage de cette borne ou pas? Voilà. Après, la question, de toute façon, on le voit bien, on a beaucoup de demandes sur des bornes collectives. Après, à un moment donné, c'est une question d'usage. Effectivement, à un moment donné, les bornes collectives, si elle n'est pas disponible, parce que vous allez pouvoir avoir des besoins, notamment, on sait qu'on a beaucoup de demandes sur des gens qui sont des grands rouleurs, notamment des taxis, ou des gens qui ont besoin d'un véhicule électrique pour leurs besoins professionnels, qui ont besoin de garantir la recharge tous les jours. Et s'ils arrivent chez eux le soir et que la borne n'est pas disponible, eh bien, ils ne pourront pas la recharger. Bien entendu, il y avait des questions aussi, toujours sur la notion de borne, on est sur des places de parking individuelles, des places de parking qui ne sont pas alloties. Là, effectivement, on n'est pas sur un cas de droit à la prise. Voilà. Et là, dans ce cas-là, sur un parking, c'est toujours un peu, je ne suis pas schizophrène dans ce que je viens de dire, mais c'est qu'effectivement, sur des parkings non allotis, la seule solution, c'est effectivement de mettre en place des bornes partagées. Plus dans un cas collectif, finalement. Une question, un copropriétaire souhaite installer une borne. Nous avons indiqué que nous passons par un copropriété dépassé par une solution. On vous remercie pour l'infrastructure collective. Il refuse cette solution et souhaite installer en direct sa borne, ne souhaitant pas être tributaire de votre société. Peut-on s'y opposer? Aujourd'hui, à partir du moment où les travaux ont été votés et que nous avons réalisé les travaux dans un délai de 6 mois, il ne peut pas s'opposer à. Vous
c'est un motif légitime de refus. Mais attention, il faut saisir le tribunal. C'est-à-dire que si vous ne saisissez pas le tribunal, c'est terminé, vous ne pouvez plus vous y opposer. Voilà. C'est important. Donc voilà. Après, se pose la question, effectivement, mais ça c'est un vrai sujet, c'est le sujet ce qu'on appelle de l'interopérabilité. Donc j'évoquais que nous étions, c'est de se dire s'il ne veut pas passer par d'autres solutions et on ne veut pas, voilà, le choix. C'est de se dire sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est un sujet sur lequel nous à la Forge, j'évoquais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train d'y travailler là depuis plusieurs mois, sur lesquels ça implique des échanges avec les pouvoirs publics et autres. Donc c'est une solution pour dire quand il y a un opérateur primaire sur une infrastructure collective, la possibilité de passer par un opérateur secondaire. Ça, c'est prévu, on y travaille, mais aujourd'hui, ça va prendre encore pas mal de temps, plusieurs mois, une dizaine de mois, pour pouvoir avoir une solution qui soit contractuellement et techniquement opérationnelle. Allez, une dernière question. Donc, nous avons répondu sur, je pense, à un certain nombre de sujets. Il y avait quelque chose, je reviens dessus. Donc, on a quasiment, je pense, évoqué, un copropriétaire n'a pas de place de parking privative, ça c'est bon. Sur la question des travaux, effectivement, y compris de VRD ou de génie civil, eh bien, c'est du demandeur. Il paye tout, hein, de la borne jusqu'au raccordement, c'est-à-dire tous les câbles qui passent dans les parties communes, travaux de génie civil, c'est au frais du copropriétaire qui fait la demande. Voilà. Un point qui avait justement là, justement une demande de récente d'un copropriétaire, l'AG de septembre 2020 a donné le pouvoir au CS pour étudier le sujet, mais rien n'est fait à ce jour. Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas de motif légitime pour vous opposer. Voilà. Sauf à ce que la décision, est-ce que l'installation se fasse dans les 6 mois. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions. Bien entendu, nous restons, Mathilde et puis moi-même, nos équipes à votre disposition, soit directement à votre cabinet, soit directement chez nous à notre numéro de téléphone pour être contacté, pour avoir des solutions. Et donc, en conclusion, aujourd'hui, c'est que le droit à la prise, c'est une obligation, mais effectivement, quand on passe sur le côté purement juridique et alors je me permets de dire ça, je suis technicien, mais uniquement si on le voit à côté juridique et de dire un petit peu d'interdiction et autres, et sans trouver une solution alternative, on arrive forcément à des confrontations qui fait des solutions perdant-perdant. Et à l'inverse, je pense que des solutions où on comprend le besoin, on étudie avant de passer sur une démarche très juridique, il y a la dimension Mathilde, tu l'évoquais sur la partie pas précontentieux, mais précontentieux ou conciliation. Médiation, voilà, merci. Voilà. L'idée étant, on sait très bien que de toute façon, à l'avenir, les parkings vont devoir être équipés. Donc voilà, l'idée c'est d'être constructif lorsque vous commencez à avoir des demandes de droit à la prise qui vous sont demandées dans les copropriétés pour envisager plutôt des installations collectives. Voilà. Voilà pour ça. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Alors, on a eu pas mal de questions. Je pense qu'on a essayé de faire remonter. Donc, n'hésitez pas à nous les faire suivre. Une question qui n'a pas été posée, c'est quid de la rémunération du syndic? Je ne sais pas vous répondre. De par votre contrat, c'est aujourd'hui dans la loi Elan de votre contrat des obligations, c'est qu'effectivement, c'est toujours un sujet qui est un petit peu délicat, voire même tabou, voire même conflictuel. Je ne sais pas quel est le bon terme à adapter, mais en tout cas, toujours compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un cas, en tout cas nous, dans les droits à la prise, on essaie de vous faciliter le travail et de se dire de prendre tout en charge, et non pas que ce soit vous qui ayez à faire le relevé et puis après imputer sur les charges. Nous, on vous rembourse directement, et c'est nous qui collectons directement auprès du copropriétaire, donc du demandeur. Et puis, bien entendu, c'est important de travailler sur le sujet de l'infrastructure collective, où ensuite, après, eh bien, vous n'ayez pas spécialement cette difficulté, cette conflit-là à gérer avec vos copropriétaires, et parmi l'ensemble de toutes les obligations qu'on sait, malheureusement, on vous impose au fil des années. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, vous pourrez nous retrouver, parce qu'on a parlé des infrastructures collectives, et dans le 7 avril, le jeudi 7 avril, donc nous continuons nos webinaires des jeudis de la recharge avec justement quels sont les financements
pour les infrastructures collectives. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.